On est arrivé au-dessus des Baumettes. Je me rendais même pas compte qu'on nous tirait dessus. C'est quand j'ai pris la balle dans l'épaule, je me suis rendu compte qu'on nous tirait dessus. C'était du tir au pigeon, et il y a 3 miradors qui ont tiré. Il commence à avoir des coups de feu. C'était une scène de guerre en fait. Tout d'un coup, j'étais l'ennemi public numéro 1. Il fallait que je le fasse, tant pis. Quelles qu'en soient les conséquences. En 1996, j'ai été arrêté pour un braquage de camion de cigarettes. Je suis rentré donc en prison à ce moment-là. Et j'ai pris 4 ans d'emprisonnement. J'étais au bâtiment D et j'avais une cellule normale, j'étais en détention avec tout le monde. Moi, je suis assez solitaire, donc j'étais dans mon coin, je faisais mon sport et tout. Dans le quotidien, dans une prison, tous les jours sont les mêmes. C'est pour ça qu'on ne voit pas le temps passer. On a tous plus ou moins des téléphones portables en cellule. On essaie de trouver des cachettes pas connues, mais les matons connaissent pratiquement toutes les cachettes, donc c'est assez compliqué. Ils ont trouvé un jour un chargeur de portable dans ma cellule. Donc j'ai pris 1 mois de mitard pour ça. Le mitard, c'est de la prison dans la prison. Au mitard, une cellule, ça fait 8 mètres carrés à peu près. Il y a un bas-flanc en béton, avec un matelas dessus. Il n'y a pas de drap, rien du tout, hein. Il y a une couverture qui a beaucoup servi. Il y a un tabouret scellé, une table en béton scellée et des toilettes. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. On n'a pas d'affaires personnelles. Il y a 1 heure de promenade par jour, le matin de 7 h à 8 h, dans des petites cours qui font 10 mètres carrés. Et vous marchez pendant 1 heure dedans, après vous retournez au mitard, dans votre cellule, et vous attendez le repas à 11 h, le repas à 17 h, et vous ne faites rien. Jean-Louis était au mitard, à côté de moi, parce qu'on était côte à côte, on était seuls, on s'ennuyait un petit peu, donc je tapais sur le mur quand on voulait se parler. Automatiquement, on montait sur le tuyau et puis on communiquait comme ça. On s'est bien rapprochés à ce moment-là. Et j'ai rencontré un bon mec, un gentil garçon, qui est sympathique et puis voilà, qui jouait pas drôle. On parlait des choses de la vie, quelquefois on racontait nos exploits, entre guillemets. On essayait de meubler le temps comme ça. On essayait de faire ça discrètement. C'était surtout le soir, parce qu'il y a moins de rondes le soir. Quand les matons passent régulièrement, ils nous regardent à travers l'œilleton. Évidemment, on fait attention pour éviter qu'ils se rendent compte qu'on parle ensemble et puis qu'ils nous changent de cellule et qu'on soit séparés. Et donc, quand je suis sorti du mitard, j'ai regagné ma cellule. J'ai trouvé un paquet, enfin un petit colis, avec dedans des yaourts, des gâteaux, des choses comme ça. J'ai demandé au surveillant qui avait mis ça. Il n'a pas voulu me le dire au départ, puis finalement je l'ai un peu secoué, et puis il m'a dit c'est Jean-Louis. Bon. Du coup, quand je suis descendu en promenade, j'ai rencontré Jean-Louis, j'ai dit Jean-Louis, ça m'a touché ce que tu as fait, c'est gentil. Et le refais plus parce que je vais avoir mes cantines. Par contre, si un jour tu as un problème, bah, tu sais que tu peux compter sur moi. Voilà, c'est tout. Quelquefois, il y a des histoires, hein, des bagarres, c'est un monde de violence quand même, la prison. Disons que si jamais il a eu des problèmes, il savait que j'étais là, quoi. Voilà, c'est tout. Après cette histoire de colis, quand on se croisait, on allait en promenade, bon, bah, on descendait ensemble. Je le croisais, je disais bonjour. Il était sur vêtements blancs, 5 doigts 6 bagues, des chaînes, etc. Avec sa petite cour autour de lui. Jean-Louis, c'était quelqu'un de très connu, il connaissait beaucoup de gens et c'était un bon voyou. Au bout de 2 ans et demi, j'ai eu l'opportunité de demander une permission de sortie. C'est-à-dire qu'on permet de sortir 24 heures, 48 heures, 3 jours pour aller voir ta famille, tes parents. Celle-ci, elle m'a été accordée
Donc j'ai profité de cette permission pour pouvoir m'échapper. Je savais que j'allais être recherché. J'étais en cavale avec ma femme et mes enfants. Je vivais en étant toujours sous tension. Par exemple, en regardant à 6 h du matin s'il n'y avait pas des véhicules bizarres. En regardant si je n'étais pas suivi. Quand vous êtes en cavale, il faut de l'argent. Donc il fallait que je me remette à travailler. Enfin, à travailler. Moi, j'étais un braqueur de banque, donc c'était mon travail à moi, quoi. Donc j'étais monté sur Marseille pour acheter, je sais pas, des armes ou des faux papiers. Et à un moment, dans la rue, je suis tombé sur un gars qui avait été en cellule avec Jean-Louis. Donc automatiquement, j'ai demandé les nouvelles de Jean-Louis. Il m'a dit qu'il l'avait au téléphone. Je lui ai dit, je vais donner mon numéro. Et puis, s'il veut, il peut m'appeler ce soir. Le soir, il m'a appelé. J'ai pris des nouvelles, etc. Et à un moment, il me dit un truc, il me dit, voilà, t'as besoin de quelque chose? Il me dit non. Et bon, je raccroche, il m'a rappelé 5 minutes après en me disant, en vérité, j'ai quelque chose à te demander, Patrick. Mais tu peux me dire non. J'ai dit, Jean-Louis, une fois, je t'ai dit que si un jour tu avais besoin de moi, je suis là. Donc le non, il n'existe pas. Donc, il n'y a que le oui. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, je veux m'évader. 8 jours plus tard, il m'a appelé et il me dit, on va t'attendre à la gare. Donc je suis arrivé avec ma femme et mes enfants à la gare de Marseille. Il devait y avoir quelqu'un qui me réceptionne, quelqu'un qui devait ramener des voitures volées, quelqu'un qui me ramène des armes, quelqu'un qui me ramène de l'argent, la planque, quelqu'un qui devait venir avec moi dans l'hélico. Il n'y avait personne. Donc j'ai commencé à m'organiser tout seul. Je m'étais lié d'amitié avec un gars qui travaillait dans un restaurant qui était en dessous de l'hôtel où j'étais, sous des faux noms évidemment. Je disais que j'étais là en vacances avec mes enfants, mes voitures étaient en panne et j'en avais pour 3 semaines, etc., etc. Donc il me passait la voiture pour que je puisse aller un peu me balader avec mes enfants. Et j'en profitais pour faire les repérages avec cette voiture. Et il fallait que je trouve un endroit où mettre les filins, les armes, tout ça, parce que je ne peux pas aller faire un baptême de l'air avec 40 kilos de sac, ça aurait été bizarre quand même. Donc j'ai trouvé une carrière, mais un endroit qu'on puisse repérer d'en haut. J'avais pas le temps pour apprendre à piloter un hélicoptère, donc j'ai appelé un pilote pour faire un baptême de l'air. Je suis le pilote qui s'est fait détourner le 26 juin 1999 pour aller faire une évasion à la prison des Baumettes à Marseille. Alors, je suis pilote d'hélicoptère depuis 1992. Je bosse au Castellet depuis que je suis devenu pilote professionnel. Comme ça arrive très fréquemment, une personne qui prend des renseignements pour faire un vol en hélicoptère, il m'explique qu'il veut faire un survol pour voir un petit peu la région. Donc je le renseigne tout naturellement. Il m'appelle plusieurs fois d'ailleurs, chaque fois avec des questions supplémentaires, jusqu'au moment où on va prendre rendez-vous pour faire ce fameux vol. C'était des gens tout à fait normaux au téléphone, plutôt sympas même. Donc on a discuté, il m'a parlé de sa famille, de ses enfants. Donc je n'avais vraiment absolument aucune raison de me méfier de quoi que ce soit. Quand le jour J est arrivé, ma femme est venue avec moi pour éviter les soupçons. C'était un week-end, il faisait très beau, c'était le début de l'été. Et on convient de se retrouver en début d'après-midi sur l'aéroport du Castellet. Donc il y avait toute la famille qui était là, plutôt sympa, bien habillée, enfin vraiment la famille normale. Et puis on commence à discuter et à se préparer pour partir faire le vol. Et au dernier moment, en fait, il me dit que les enfants ne vont pas venir parce qu'ils ont peur. Donc on a décidé d'aller faire le vol tous les trois. Évidemment, je n'allais pas emmener mes enfants là, dans ce genre de choses. Je m'assieds à côté du pilote et mon épouse s'assied derrière. Jusqu'à ce qu'on décolle, tout était parfaitement normal. On a parlé de l'hélico, etc. Il m'a dit que ça se pilotait plus facilement qu'une voiture. Je déroulais mon vol normalement, je leur commentais ce qu'on était en train de survoler, ce qu'on voyait au loin. Et
au départ, ça se passait plutôt très bien. Et donc je parlais avec lui et puis j'essayais de savoir à qui j'avais affaire. Et ça a été normal jusqu'à ce qu'on arrive sur le secteur de Cassis, donc à peu près 5 minutes après avoir décollé. Je lui ai dit, vous étiez dans l'armée avant? Parce que souvent il y a des gens de l'armée qui se reconvertissent après dans ce genre de choses. Il m'a dit, ah non, 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 surtout pas, moi je suis anti-violent. Et à ce moment-là, Véronique m'a tapé dans l'épaule parce qu'elle avait repéré la carrière en dessous. Et au moment où il m'a dit ça, j'ai sorti mon arme, je l'ai braqué. Je me retrouve nez à nez avec un pistolet juste devant moi, quoi. S'il était mort de peur, il continuait. Dans un premier temps, je ne comprends pas du tout qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est à Cassis, donc à Cassis, il n'y a rien de particulier. Et puis, d'un coup, il me montre un endroit, il me dit « Vas-y, descends, approche-toi ». Et c'est un endroit complètement désert, il n'y a rien du tout, je ne comprends pas. Jusqu'au moment où il me dit « Vas-y, pose-toi, pose-toi, pose-toi ». Patrick descend et je le vois aller chercher du matériel. Sa femme est derrière moi, elle me braque, donc à ce moment-là, je me retourne vers elle et je vois qu'elle est morte de peur, en fait, elle tremble, elle tient l'arme à 2 mains et elle tremble. Et en fait, une fois que j'ai été posé, je me suis dit, si je dois m'en aller, c'est maintenant. Donc il faut que je descende, sauf qu'on était au milieu d'une clairière, donc il n'y avait absolument rien. Je n'ai jamais été un champion de 100 mètres, donc je me suis dit, il faut que je descende, que je me dégrafe, que je descende de l'hélico, que je parte en courant, tout ça avec une arme braquée à 30 cm de mon visage. Voilà, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que c'était pas possible, que je n'allais pas y arriver. Donc du coup, je n'ai pas bougé. Patrick est revenu et il avait donc un gros sac de sport. Il a commencé à sortir plein de choses de son sac, des cordes, des armes. Et il a travaillé sur l'hélico à l'extérieur, donc je ne voyais pas trop ce qu'il faisait. Et puis à ce moment-là, il est remonté dans l'hélicoptère, sa femme est descendue et là, il est monté derrière. Et c'est là qu'il m'a dit, on va au Baumette. À partir de ce moment-là, j'ai tout à fait compris pourquoi on était là et qu'est-ce qui allait se passer. Donc là, il me parle, il me dit qu'on va aller chercher des gens. Et il me parle de 5 ou 6 personnes. Donc je lui réponds qu'en fait, ça ne va pas être possible parce que l'hélico, il était lourd. En fait, on était en plein été, donc les performances de l'hélico sont dégradées avec la chaleur. Et là, il me répond, de toute façon, c'est comme ça. Moi, j'ai pas peur de mourir, donc on y va et on va le faire. Il m'a dit, mais non, non, on ne peut pas aller au Baumette. Il m'a dit, mais ils vont nous tirer dessus. Mais je dis, mais non. C'est un gars qui était terrorisé. Il me disait, non, non, pas moi, pas moi. Il dit, ah non, non, pas moi. J'ai le cerveau qui tourne à 10 000 tours, bien sûr, mais je suis en vol avec quelqu'un qui me braque avec une arme. Je n'ai absolument aucune manière dans l'immédiat de faire quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, en réfléchissant, je me dis que la seule manière de m'en sortir, c'est de faire ce qu'il me demande. J'ai une arme braquée sur moi, donc je ressens de la peur, de l'incompréhension, de l'inquiétude sur ce qui va bien pouvoir se passer dans les minutes qui vont suivre. On est arrivé au-dessus des Baumettes. Ouais, j'ai mis une cagoule parce que je ne peux pas être reconnu. Puis Jean-Louis m'avait prévenu dans quel cours il serait, etc. Et les heures, il devait remonter à 4h30. Je crois que je suis arrivé entre 16h20 et 16h30. Hein. C'était juste, mais bon. Donc on se retrouve entre les 2 bâtiments des Baumettes, avec tout un tas de prisonniers dans les cours de promenade, hein, puisque évidemment c'était l'heure où les prisonniers étaient à l'extérieur. Je m'appelle Jean-Jacques Ciadelli et j'ai assisté à l'évasion de Patrick Villemain. J'étais sur le lit de ma cellule et je regardais l'extérieur. Et d'un coup, j'ai entendu les pales d'un hélicoptère qui est venu surplomber la cour du bâtiment qui était en face de moi. On est au-dessus d'une promenade où c'est tout compressé. On est beaucoup dans une toute petite promenade. On se met en stationnaire au-dessus de la cour. Là, il jette les cordes qu'il avait préparées dans l'hélico et donc les cordes se mettent à pendre sous l'hélicoptère. Donc moi, j'étais fixé, focus sur ce que je faisais. Je jetais les cordes. Des gens qui se précipitent autour. Je regardais si ça grippait, etc., etc. Puis il y a plusieurs personnes qui viennent s'y accrocher. Je suis assez concentré sur maintenir l'hélicoptère stable à cet endroit-là, parce que c'était assez étroit. Puis j'entends, comment ça s'appelle, qu'il commence à avoir des coups de feu. Je me rendais même pas compte qu'on nous tirait dessus, parce qu'un hélicoptère, ça fait beaucoup de bruit. Mais quand on est dedans, on n'entend rien. C'est quand j'ai pris la balle dans l'épaule, je me suis rendu compte qu'on nous tirait dessus.
Quand j'ai pris la balle, mon bras est tombé mort. Boum. J'ai cru que j'avais perdu mon bras. Hein. J'avais plus du tout de sensation, rien du tout. C'était une scène de guerre en fait, hein. Et puis d'un coup j'ai vu des gens arriver, à moitié ensanglantés, qui se sont précipités dans l'hélico. Il y a 4 personnes qui sont venues, ils sont tous montés dans l'hélicoptère. Il y en a un qui s'appelait le petit Yann Gauthier, mais nous on ne savait pas que Jean-Louis avait enfilé le harnais. Donc il était coincé dans le harnais. Moi je ne voyais pas Jean-Louis, je dis où Jean-Louis? Le mec qui était à côté de moi, je l'ai braqué, je dis va chercher Jean-Louis. Il n'a pas bougé, donc j'ai tiré au-dessus de sa tête. Il n'a toujours pas bougé. Finalement, c'est le petit Yann qui est allé voir. Il est revenu, il m'a dit Jean-Louis a pris une balle dans la tête. Il est mort. De voir Jean-Louis mort, ça m'a... De le voir comme ça, dans cet état, mort, mais j'étais vraiment comme ça. Pourtant, je n'avais pas de force, j'étais en grève de la faim, mais j'étais anéanti. De colère, c'est des sentiments mélangés, pluriels, inacceptables. On aurait dit une scène de guerre. Tire pas sur quelqu'un qui s'évade. Quand j'apprends que Jean-Louis est mort, j'avoue que j'étais dans l'action, et là, il fallait partir. Donc, on est toujours focus j'étais focus là-dessus. Il fallait maintenant, il fallait s'évader. À ce moment-là, c'était une confusion extrême et j'ai commencé à me dire qu'il fallait surtout pas rester là. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'en aille. C'était du tir au pigeon. Les Miradors, il y a 3 Miradors qui ont tiré, dont celui qui était à 20 mètres. Je commence à entendre les clameurs de tous les autres prisonniers qui criaient tous en fait. Et je lui dis, on va pas arriver à monter, c'est pas possible, on va pas y arriver. On commence à se relever avec les prisonniers accrochés dessous, avec beaucoup de difficultés, hein, puisqu'on était vraiment à la limite maximale des capacités de l'appareil. Ils ont tiré dans l'hélico, ils ont mis une balle dans l'axe du rotor, où il y a la compression de l'air pour pouvoir faire tourner les hélices et tout. Il n'y avait plus de puissance, on était surchargé et tout. Sans savoir que Jean-Louis il avait enfilé le harnais, donc on a décollé, on est parti. Et Jean-Louis pendait 30 mètres en dessous. Quand l'hélicoptère est parti, c'était magnifique, c'est l'un des plus beaux tableaux de ma vie que j'ai vu. Le côté, comment ça s'appelle, insolite, et puis de voir qu'il y avait des gens qui refusaient la captivité. C'est un tableau magnifique. Lorsqu'on redécolle de la prison, il me demande de retourner au point de départ à Cassis, là où on s'est posé pour récupérer du matériel. Donc c'est pas très loin, donc je me dirige vers cette zone-là. Le pilote nous a ramenés à la carrière. Entre les Baumettes et la carrière à Cassis, c'est 5 minutes de vol à peu près. Donc j'arrive tout doucement, ce qui énerve tout de suite les évadés, hein, qui me pressent, qui me disent dépêche-toi, pose-toi. C'est peut-être à partir de là que je me suis senti le plus en danger, parce que je me suis persuadé qu'ils allaient me tuer. À ce moment-là, on me disait, je suis sûr qu'il doit penser que je vais le tuer. Parce qu'il m'avait vu, lui. Quand j'ai loué l'hélicoptère, je ne suis pas allé louer avec une cagoule. Quand même. Je pense à ma famille, à mes parents. Je me dis que j'ai vraiment pas de chance de m'être retrouvé dans cette galère. C'est un moment un peu hors du temps, quoi. Donc là, il se passe, je sais pas, 1, 5, 10 secondes, j'en sais rien. Et puis d'un coup, je m'aperçois qu'ils sont tous partis et que je suis tout seul dans l'hélico. Je redécolle immédiatement, alors les portes ouvertes, etc. Mais bon, je redécolle pour partir de là, pour m'éloigner du danger. En 1999, je suis officier de police à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille. Je m'appelle Pierre Folacci et j'ai été directeur d'enquête sur l'affaire de l'évasion des Baumettes du 26 juin 1999. Alors le 26 juin 1999, j'entends à la radio et à la télévision qu'il y a eu une évasion de 5 détenus de la maison d'arrêt des Baumettes qui s'évadent en hélicoptère. Je suis étonné d'une évasion de 5 détenus d'un coup. C'est pas courant, je crois que c'est la première fois qu'autant de détenus s'évadent par hélicoptère.
C'est assez inédit parce que les Baumettes, c'est une maison d'arrêt qui est quand même assez sécurisée. J'ai envie de savoir qui a fait ça, d'abord qui s'est évadé, d'autant plus que les premiers renseignements qu'on a, que la presse donne, c'est qu'apparemment c'est un couple qui avait pris en otage le pilote d'hélicoptère. Il y a une réunion de tous les chefs de groupe. Le sujet principal, c'est l'évasion, et j'ai la chance qu'on attribue à mon groupe le dossier de l'évasion des Baumettes. Alors, ce n'est pas la première fois que je travaillais sur une évasion, mais sur une évasion aussi spectaculaire, oui, c'était la première fois. Et je me dis que derrière cette évasion, il y a l'empreinte du grand banditisme. L'enjeu, d'abord, c'est de rattraper les évadés. Sur les 5 évadés, on sait que dans le week-end, il y en a 3 qui sont repris. Après l'évasion, il y en a un qui est mort, donc qui pendait sous l'hélicoptère. Il y en a un qui est parti dans la nature. Pendant ce temps-là, je suis en train de voler, et entre Cassis et l'aéroport, c'est très court aussi. Donc j'arrive sur l'aéroport et je lui dis, écoutez, appelez la police, vous leur dites que je suis à l'aéroport du Castellet, je les attends. Très rapidement, il arrive un hélico de la gendarmerie. Je vais voir les gendarmes, je leur explique rapidement ce qui s'est passé, je leur montre où est-ce que les prisonniers sont descendus de l'hélico. Je suis dans la forêt, je suis blessé, j'ai perdu beaucoup de sang, donc j'étais pas bien du tout. Je suis tombé dans les pommes, quelques instants, je me suis réveillé et ils sont partis. Ils m'ont laissé là. Ils sont partis avec la voiture en règle. Je me rends compte que du fiasco, cette histoire. Maintenant, tout d'un coup, ma vie elle est vraiment changée. J'étais l'ennemi public numéro 1. J'ai appelé Véronique, mon épouse, pour lui dire viens me chercher, m'a abandonné dans la forêt. Comme elle avait fait les repérages avec moi, elle savait où j'étais. Pour moi, c'était chaud, parce que c'était sûr, ils allaient remonter à la voiture, l'hôtel où j'étais, ils allaient me retrouver. J'étais sûr de me faire choper. Il a fallu trouver une planque, c'était compliqué. Celui qui m'a aidé, c'était pas un voyou. Je l'ai appelé, j'ai dit Thierry, j'ai un souci. Il m'a juste posé une question, il m'a dit t'es où? C'était le soir même de l'évasion par l'écho. Je lui ai dit je suis là. Il est venu, j'ai rien dit. Il est venu, il m'a vu. Il m'a dit tu veux un endroit tranquille? J'ai dit ouais. Il venait d'acheter un château à Lançon de Provence, château Sénéguier. Et il m'a dit j'ai quelque chose pour toi. Et il m'a emmené dans le château. Il m'a posé aucune question. Il risquait quand même 10 ans de prison. Donc j'étais en planque là-dedans pendant 2 mois. Et voilà, moi j'étais avec mes enfants et Véronique. Alors comment on fait? Au départ, on n'a aucun indice sur ce couple-là. Ce qui va beaucoup nous aider, c'est la Clio dans laquelle les évadés sont arrivés dans la ville de Marseille. Elle appartient au serveur d'un restaurant de La Ciotat, d'un hôtel-restaurant, et elle n'est pas signalée volée. Donc, tout naturellement, on cherche à entrer en contact avec le propriétaire de cette voiture. Et juste quand on va pour le voir, il se présente au commissariat de La Ciotat pour déclarer le vol de la Clio. Et le garçon, il nous paraît pas très à l'aise. Donc, on le met en garde à vue. On lui pose des questions et finalement, il va nous dire que la voiture, il a prêté à un des clients de l'hôtel avec lequel il a sympathisé, de l'hôtel dans lequel il travaille à La Ciotat. C'est un client qui est venu avec sa femme et 2 enfants en bas âge, de 5 ans et 3 ans. Il a sympathisé avec ce type, qui s'appelle Monsieur Legris, qui a donné ce nom à l'hôtel. Il ne le connaît pas et comme il a sympathisé avec lui, ce type lui a demandé le matin même « Est-ce que tu peux me prêter ta voiture ?» Et lui a prêté sa voiture. Le signalement que nous donne le serveur du restaurant, du couple et des enfants, colle avec le signalement du couple preneur d'otages que nous donne le pilote de l'hélicoptère. Donc on fait une enquête voisinage à l'hôtel. On apprend quand même quelque chose d'important, c'est que le couple fait garder une journée les enfants par une babysitter parce qu'ils vont faire de la plongée.
Donc on entend comme témoin cette babysitter qui nous dit effectivement j'ai gardé ces enfants une journée, j'ai vu le couple, etc. Elle nous donne le signalement qui correspond encore au couple preneur d'otages, dont on se dit que les Legris, c'est bien eux qui ont pris l'hélicoptère en otage. Et puis elle nous dit quelque chose d'important, elle nous dit mais le jour où j'ai gardé les enfants nous ont raconté que la veille ils étaient allés avec leurs parents faire une journée dans un club de loisirs. On est allé voir dans ce club de loisirs et quand on arrive à l'entrée de cet établissement, on voit plein de familles qui se font prendre en photo. Et le photographe officiel de l'établissement. Donc on se dit peut-être que le couple et les deux enfants ce jour-là, on avait la date par la babysitter. Peut-être qu'ils se sont fait prendre en photo et si les photos sont encore là, ben, on a de la chance, on va avoir la photo de ces gens. Donc on s'est retrouvé avec 700 ou 800 photos. Physiquement, on cherche un couple, donc une femme qui était blonde à l'hôtel puis qui était brune après pendant le braquage de l'hélico. Lui, on a un signalement assez grand, etc. Bon. On a éliminé les gens qui ne correspondaient pas au signalement qu'on avait. Et on se retrouve avec 200 ou 300 photos. On a fait revenir la babysitter, qui était témoin. On lui a présenté toutes les photos. Et sur une photo, elle nous reconnaît le couple et les deux enfants. Le lendemain, je reçois un coup de fil. Et là, on me dit, il faut venir tout de suite. On m'a présenté des photos en me disant est-ce que vous reconnaissez les gens sur les photos? Et puis après, il me montre une photo de la famille en fait de Patrick. Et je les reconnais évidemment tout de suite. Donc je regarde les policiers et puis je leur dis et si je vous dis que c'est lui, et il me dit non mais c'est pas la peine, on sait que c'est lui, on a vu ton expression de visage. Donc en fait c'était même pas la peine que j'acquiesce, ils avaient bien compris que je les avais reconnus. Donc à partir de là, on a la photo des preneurs d'otages, de l'hélico, on a la photo des enfants aussi, mais on ne sait pas qui c'est, parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît, donc on fait tourner la photo un peu dans les services, et là on a la chance qu'il y a un collègue, quelques années auparavant, il reconnaît l'homme de la photo, donc M. Legris, soit Legris entre guillemets, parce qu'il avait arrêté pour un braquage de fourgon de cigarettes, un camion de cigarettes qui avait été braqué, et il nous dit c'est Patrick Guillemin. On l'a identifié, lui et sa femme, donc c'est Patrick et Véronique Guillemin. On ne sait pas où ils sont. Patrick Guillemin, c'est pas un type que l'on connaît dans le Midi. C'est pour ça que là on est un peu étonné. On s'attendait à voir fleurir une figure connue du grand banditisme local. Ils ont été assez fins parce qu'ils n'ont jamais dit dans les journaux qu'ils m'avaient identifié. Et donc j'ai voulu commencer à me convaincre que finalement, je vais peut-être passer à côté, à travers. Je ne pouvais pas rester dans le château toute ma vie. Il fallait aussi que je commence à rebondir. Il me fallait de l'argent, il fallait que je me remette à travailler pour avoir de l'argent, déjà réparer mon épaule, etc. Quand tu parles de retravailler, c'est braquer. Ouais, bah oui. Et puis finalement, on est allé à Aix-en-Provence. On décide de mettre sur écoute la famille. Mais Patrick, il n'a pas de famille. Donc on met sur écoute tous les gens de la famille de Véronique Guillemin. En fait, on appelle ça mettre des sonnettes. On écoute au cas où le couple se rentrait en contact avec la famille. Parce que c'est la seule chose qu'on avait. En septembre, on a une bonne nouvelle, puisque nos collègues de la PJ de Lille nous disent qu'il y a eu un appel sur la ligne d'une des sœurs de Véronique Guillemin. Et manifestement, c'est Véronique. Et l'appel venait d'une cabine téléphonique d'Aix-en-Provence. Donc là, on a dit, il y a bon, ils sont encore dans la région, ils sont encore là. Et puis, j'ai eu l'idée, comme le collègue qui avait reconnu Patrick Guillemin, parce qu'il l'avait arrêté pour le camion de cigarettes,
Il nous avait dit qu'à l'époque, Patrick Guillemin et sa femme semblaient très attachés à leurs enfants. On s'est dit, c'est la rentrée des classes. Ils sont en cavale avec 2 enfants en bas âge. Peut-être ils les ont mis à l'école. On a dit, on ne sait jamais. Donc je fais une réquisition à l'inspection académique de l'Académie d'Aix-Marseille pour savoir si des enfants Guillemin, alors dont on avait les prénoms, par l'état civil, s'ils avaient été inscrits à une école. Et là, ben, ça a marché, puisqu'ils avaient été inscrits quelques semaines auparavant dans une école primaire d'Aix-en-Provence. Alors, quand on a eu l'adresse de l'école, c'était en début d'après-midi, donc j'ai pris ma moto, j'ai foncé à Aix tout seul pour voir un peu les lieux. Je suis arrivé avant tout le monde, avant les parents, puisque je suis arrivé, je crois, 1 heure avant. Normalement, les primaires, ils sortent vers 4h, 4h30. Et j'ai attendu à petit les parents arriver, etc., à mesure que l'heure de la sortie approchait. Et puis, j'ai vu arriver Patrick Guillemin, tout seul, tranquille, peinard. J'ai commencé à me dire, peut-être qu'ils ne savent pas que c'est moi. J'ai voulu me convaincre de ça, parce que il n'y avait aucune raison. Je n'avais pas officiellement de contact avec Jean-Louis avant. J'ai jamais travaillé avec lui, j'avais pas ses amis, je ne les connaissais pas. Donc il n'y avait aucune raison de penser que c'était moi. C'était l'été, il était en t-shirt, je crois qu'il était en Bermuda d'ailleurs, et en claquette. Et ben, je l'ai vu tel que sur la photo, quasiment, très peu changé, quoi. Il a pris un de ses enfants sur les épaules, le plus petit, il a pris l'autre à la main, et puis tous les 3 en discutant, ils sont partis tranquilles. Et j'ai dit c'est bon, quoi. Donc là j'ai rien fait, j'étais tout seul, puis j'étais en moto, j'allais pas le faire. Je l'ai laissé filer sans savoir où il habitait. Je suis revenu à Marseille, on a préparé une opération pour l'interpeller à la sortie de l'école le lendemain après-midi. Aux alentours de 16h, je vais chercher mes enfants à l'école, normalement. Il est arrivé tout seul, comme la veille, il a pris ses enfants à la sortie, on lui a fait un brin de filature. C'est l'excitation, c'est les mains moites, c'est le cœur qui palpite, on est content, quoi. C'est l'aboutissement. C'est la cerise sur le gâteau d'une enquête, hein. L'interpellation qui va arriver. Et donc, je suis allé chercher mes enfants, et puis j'ai tourné un coin de rue. J'ai eu un réflexe de me cacher, j'ai dit s'il ne faudrait pas qu'ils me voient. Les flics, on est tous parano, hein. On a toujours l'impression qu'on est repéré. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il était sur ses gardes alors qu'il n'était pas du tout. Quand on voit le type arriver et qu'on sait que c'est lui et puis qu'on va se le faire, l'adrénaline, elle est bonne. 200 mètres plus loin, et j'ai dit c'est bon, quoi. On l'a interpellé. On dit c'est la police, il a compris très vite. On n'a même pas eu, on lui a pas dit que c'était pour l'évasion. Pour lui, ça coulait de source. Tout d'un coup, je me suis trouvé menotté. On m'a arraché mon fils de l'épaule, des épaules, et pris mon autre gamin. Ben, j'ai compris que ça y est, c'était terminé. Et puis on est rentré à Marseille. Alors les enfants, bon, ils pleuraient au début, puis très vite, un enfant, surtout à cet âge-là, 5 ans et 3 ans, ça oublie vite. Et puis quand on les met dans la voiture de police, on met le gyrophare, il y a le 2 tons, ça leur plaît aux enfants, donc ils étaient contents. Moi j'étais au volant, et je vois dans le rétro, je vois Patrick qui pleurait, quoi. De voir ses enfants ravis, forcément, ça rend pas heureux. Même si on a arrêté le mec qu'on cherche depuis plusieurs mois, ça rend pas heureux parce que les enfants, ils sont pour rien. Puis de voir un mec pleurer, ça fait quelque chose, quoi. Voilà, c'est comme ça, on est humain, hein. Les enfants sont ravis, les parents, je vais les mettre au trou, c'est un peu compliqué. C'est curieux comme sensation, c'est un mélange de... voilà, c'est fini, presque de soulagement. Parce qu'une cavale, c'est pas facile, surtout quand on voit pas de sortie. Et puis d'un autre côté, ça y est, maintenant on sait que tout est fini. Hein. Je vais me retrouver en prison pour 20 ans et que je verrai plus mes enfants, je verrai plus ma femme, et tout, c'est un peu compliqué. Lors de la garde à vue, il nous explique qu'il s'est lié d'amitié avec Jean-Louis Raphael, qui est celui qui est mort, qui est resté accroché sous l'hélico.
parce que lui avait fait quelques beaux gestes quand ils étaient en prison ensemble. Mais la garde à vue s'est très bien passée. Et puis avant qu'il parte en prison, il se sentait un peu crado après 48 heures, ce qui est normal. Je lui ai proposé de prendre une douche chez nous à l'hôtel de police, pas chez moi. Il a pris une douche. Voilà, alors l'histoire dit que j'ai enlevé les menottes pour qu'il prenne la douche. Oui, parce que sinon il pouvait difficilement se laver. Et comme je l'ai déjà dit, j'avais pas envie de lui savonner le dos. Donc voilà, donc j'ai enlevé les menottes. Il m'a promis qu'il s'échapperait pas. On a quand même surveillé la douche, on était là. Il m'a promis, je l'ai cru, parce que je l'ai senti comme ça. J'aurais pu me tromper, mais je l'ai cru. Puis l'avenir m'a montré que j'ai bien fait de le croire. Donc on a mis Véronique en garde à vue aussi, puisqu'elle était dans le braquage de l'hélicoptère. À la fin de la garde à vue, on les a déférés tous les deux, ils sont partis en prison tous les deux. Donc moi j'ai dû placer les deux enfants à la DAS, ce qui est compliqué quand même. Hein. Je pense être policier dans l'âme, mais avant d'être policier, je suis un homme, enfin je suis humain avant d'être policier. Donc ils sont partis en prison en septembre 99. Moi j'étais considéré comme dangereux, parce que j'étais transféré régulièrement de prison en prison. Je restais entre 3 semaines et 2 mois dans chaque prison, moi. Parce que personne ne voulait de moi. La première fois que je suis arrivé au Beaumet, d'ailleurs, les matons ont fait la grève pendant 3 jours. L'isolement, c'est particulier. Vous êtes tout seul, vous parlez à personne. Vous avez 1 heure de promenade par jour, soit dans une petite cour qui fait 6 mètres de long sur 4 de large. Vous faites des allers-retours. 1 heure par jour. Vous n'avez le droit à rien, vous ne voyez personne ne vous parle. Quelquefois, il y a même des surveillants qui ne vous parlent pas. Ils n'ont pas l'autorisation de vous parler. Donc, moi, je suis en prison. Je pars pour 20 ans. Ma femme est en prison. Mes enfants sont à la DAS. Le moral n'est pas terrible. À l'isolement, en plus. Bon. Et j'apprends par mon avocate qu'il y a un des policiers qui était allé voir mes enfants plusieurs fois, et qui est allé à leur anniversaire leur apporter des jouets. Et quand vous êtes au fond du trou, que vous apprenez ça, franchement, c'est un truc qui touche, c'est normal. Du coup, ce que j'ai fait au Nouvel An, j'ai écrit une lettre au service qui m'avait arrêté. Au jour de l'an, j'ai reçu une carte postale à l'hôtel de police, à mon nom. Je vois que c'est Patrick Guillemin qui me souhaite bonne année. Bah, je reste un peu con quand même. Et il me dit merci de ce que tu as fait pour mes enfants. Donc il s'en est suivi une correspondance entre nous deux. On ne s'écrivait pas tous les jours, hein. Les lettres n'étaient pas parfumées. Hein. Puis il y a un truc qui s'est fait, une amitié quoi. Et puis après il est sorti. Quand je suis sorti, donc, j'ai retrouvé Pierre et donc c'était important pour moi de le voir. Il fallait que je le remercie pour son soutien, pour ce qu'il avait fait pour moi. On s'est vu, il est venu à Marseille, on a bu le champagne, on avait dit quand tu sortiras on boira un coup ensemble, on a bu le champagne ensemble. Et puis quelques temps après il s'est marié, parce qu'entre-temps il s'était séparé de Véronique qui avait rencontré quelqu'un d'autre, qui était sorti de prison. Bien avant lui, donc il me dit j'ai rencontré quelqu'un, je vais me marier et j'aimerais bien que tu sois mon témoin. Je lui dis écoute, bien sûr, pas de problème, normal. Donc témoin à charge, témoin à décharge parce que j'ai été un peu à décharge au procès aussi, mais ça je ne l'ai pas dit. Et puis témoin de mariage, la suite logique ou illogique, je ne sais pas. Certains diront que c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Mais non, c'est une amitié qui dure toujours, puisqu'on est en 2025. Et puis voilà, on se voit toujours. Quand ils viennent dans la région, il vient chez moi, on se voit. Voilà, c'est mon ami. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, mais Pierre, c'est mon ami, c'est certain. Vous savez, l'amitié, ça se rencontre dans les moments forts. Évidemment, tout vient de l'enfance. Hein. J'ai eu une enfance un peu difficile. J'étais adopté à l'âge de 6 mois. J'avais une mère adoptive très sévère. J'ai toujours été dans des pensions à l'époque très sévères, hein, jésuites, tout ça, ça rigolait pas. Je changeais d'école tous les ans parce que l'école c'est pour travailler, c'est pas pour avoir des copains. Patrick, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire c'est un mec entier. Il n'est pas dans le calcul.
Il est dans la volonté de ne jamais laisser quelqu'un à terre. C'est sa philosophie de vie. Alors il peut surprendre, il peut même être décrié, certainement qu'il ne fait pas l'unanimité, mais il fait la mienne. Par contre. Toi, tu l'aurais fait? Absolument. Et qui te dit que je ne l'ai pas fait? J'avais un sentiment de culpabilité. Jean-Louis était quand même mort à cause de moi. Je ne serais pas venu le chercher, il ne serait pas mort. J'ai réussi à contacter sa mère. C'était important qu'elle me donne son absolution, qu'elle me dise non, au contraire, Patrick, je te remercie, tu as essayé, etc. Après coup, même moi, quand j'en parle, je me demande comment j'ai pu faire ça. Même moi, je me demande comment j'ai pu aller jusque-là. La seule chose que je peux regretter, c'est le temps passé, quoi, le temps perdu. J'ai perdu 23 ans de ma vie quand même. Et puis surtout, j'ai pas pu m'occuper de mes enfants. J'en ai beaucoup voulu à Patrick d'avoir fait ça. C'était beaucoup de risques, on a tous failli y passer pour pas grand-chose. Ce souvenir est bien présent dans mon esprit. Je considère que ma vie a changé depuis ce jour-là parce que je me considère comme en sursis depuis ce jour. Et du coup, oui, ça m'a permis de voir la vie différemment et de prendre ce que la vie me donne en me disant que ben voilà, ça peut s'arrêter à tout instant, donc il faut profiter du présent au maximum. Quelqu'un qui prend des risques pour aller chercher quelqu'un en prison ne peut avoir que toujours raison. On ne laisse pas quelqu'un là-dedans, quand on a des moyens. Et quand on a, parle un peu vulgairement, quand on a les couilles. Il y a beaucoup de gens qui ont des mots d'amitié, lui il n'a que des actes. La différence, elle est là. J'étais prisonnier de ma parole, il fallait que je le fasse, tant pis. Quelles qu'en soient les conséquences, pour mes enfants et pour moi. J'ai pensé à sauver un ami que je m'étais inventé. Je me suis inventé un ami pour aller le sauver. Tu le considérais pas comme ton ami Jean-Louis? Je le connaissais pas, Jean-Louis. Je le connaissais pas. Je l'ai connu à travers un vasistas, en se parlant comme ça. Son histoire, lui, c'était un mec vraiment que j'ai beaucoup apprécié là-haut, parce qu'en même temps, quand on est tout seul, on est content d'avoir quelqu'un à côté. Je n'ai jamais rien fait avec lui. J'avais ce besoin d'être aimé, d'être considéré peut-être. J'ai toujours été dans ce genre de choses. Je me suis beaucoup battu dans ma vie quand j'étais jeune, mais en vérité, je me rends compte que c'était pour acheter. J'achetais mes amitiés comme ça. J'étais content quand quelqu'un me disait Patrick, il y a lui là-bas, il m'embête et tout. J'étais content, il vient me chercher parce que je suis son ami. En vérité, j'étais un gros con.